Bienvenue en terre d'Israël. Notre entretien ce soir avec le révérend Francis Tinouna porte sur le calendrier juif. Et bien pour plus de détails sur son origine, sa complexité et son importance, je vous propose de suivre ce document. Le calendrier juif, dérivé de l'ancien calendrier hébreu, est resté inchangé depuis 900 après Jésus-Christ. C'est le calendrier officiel de l'État d'Israël et il reste le calendrier religieux des Juifs du monde entier. Il est utilisé dans le judaïsme pour l'observance des fêtes religieuses. Il se fonde à la fois sur les mouvements de la lune et les saisons de la terre, et ces mois durent alternativement 29 et 30 jours, de façon à observer les fêtes de la Torah. Dans les premiers temps, les sages du Sanhédrin, tribunal rabbinique au temple de Jérusalem, recevaient la déposition de témoins oculaires qui avaient vu la nouvelle lune. Quand le Sanhédrin, après vérification, décrétait le Rosh Chodesh, nouveau mois, l'information était propagée aux cités voisines et de proche en proche à toute l'étendue du peuple juif. Si l'on arrivait au mois de Nissan, tandis que les signes du printemps n'étaient pas encore visibles dans les champs, un mois intercalaire était inséré afin d'observer la fête de Pessa au printemps. Puis, après la conquête de Jérusalem par l'Empire romain, et tandis que l'existence même du Sanhédrin était menacée, Rabbi Hillel, fils de Yehuda Hanassi, qui présidait le Sanhédrin, établit en l'an 358 de l'ère courante les règles de calcul du calendrier afin de rendre possible son observance à travers le monde. Si les époques du temps étaient initialement suivies par l'observation de la lune et des climats, les prêtres ont rapidement cherché à systématiser le calendrier. Le calcul était maintenu secret par le Sanhédrin, qui souhaitait garder le contrôle des questions concernant le rituel juif. Mais par la suite, il fut publié lorsqu'il devenait difficile pour les Juifs du monde entier de rester en contact avec Jérusalem. Le calcul du calendrier juif ne signifie pas seulement la conversion depuis ou vers d'autres systèmes de calendrier, ce qui est du reste une nécessité récente. Mais pour permettre l'observance du rituel juif et de ses fêtes, il est nécessaire de connaître les détails d'une année, sa nature, sa longueur, etc. La connaissance complète de la constitution d'une année juive implique donc une série de calculs qui composent les cycles lunaires, solaires et hebdomadaires. C'est vers l'époque de l'exil babylonien que des noms leur ont été attribués. Nissan, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei, Eshvan, Kislev. L'année simple dans ces 12 mois ne comprend qu'un Adar. Il s'agit de celui de 29 jours. Dans l'année embolismique, le 13e mois est inséré juste après Shvat. Il est appelé Adar également. Pour le distinguer de l'autre, le suivant est qualifié d'Adar 2 ou V-Adar. Les jours de la semaine ne portent pas de nom, ils sont numérotés. Le premier jour est le dimanche, le dernier est le Shabbat. En semaine, il y a 3 prières journalières, le matin après le lever du jour, l'après-midi et le soir après la tombée de la nuit. Le jour dans le calendrier juif débute la veille au soir à la tombée de la nuit. Ainsi, par exemple, le Shabbat commence le vendredi soir. Le temps rituel n'est pas rythmé par la montre, mais par le lever et le coucher du soleil. C'est la tombée de la nuit qui constitue le changement de date. L'horaire du commencement des jours n'est donc pas fixe, car la nuit ne tombe pas à la même heure au long de l'année et aux différents points du globe. Ceci conduit en particulier au fait que l'heure de l'entrée du Shabbat
varie d'une semaine à l'autre et d'un endroit à un autre. Les heures de lever et coucher du soleil dépendent de la date et de la position géographique. Pasteur, bonsoir. Bonsoir. Parlons de l'origine du calendrier juif. À quand remonte ce calendrier? Ce calendrier est aussi vieux que l'histoire du peuple d'Israël, parce que c'est un calendrier qui est très très complexe d'ailleurs, un calendrier qui commence même sa datation à partir de la création de l'univers. C'est pourquoi d'ailleurs ce calendrier commence par le premier mois qui est le mois de Tissiri, mais qui date qu'ils ont fixé en tenant compte de la création lorsque la Genèse dit Bereshit bara Elohim, c'est-à-dire au commencement Dieu. C'est à partir de cela justement que leur calendrier commence. Maintenant, c'est un calendrier qui est très très complexe parce qu'il est lunisolaire, c'est-à-dire c'est un calendrier qui est à la fois lunaire et solaire, un calendrier qui est basé sur le cycle annuel du soleil et sur des mois lunaires. Et c'est un calendrier qui a à la fois ce qu'on appellerait l'année civile et l'année religieuse. Il est constitué de 12 mois, certes, mais parfois il y a des années de 13 mois par rapport au fait que pour faire qu'il n'y ait pas de perte de jours ou de perte de mois au fil du temps, il fallait donc intercaler un 13e mois de temps à autre. Alors, c'est là un cycle, bien entendu, qu'on appelle le cycle de Méton. Mais je voudrais plutôt signaler que le calendrier juif commence donc l'année au mois de Tissiri, mais chez les Juifs, ils ont plusieurs sortes d'années. Il y a ce qu'on appelle l'année solaire, qu'on appelle encore l'année civile, qui commence donc le premier Tissiri. Et le mois de Tissiri correspond chez nous à la nouvelle lune de septembre-octobre, donc entre le 15 septembre et le 15 octobre. Et c'est donc le début donc, du calendrier, plutôt de l'année solaire ou année civile. Il y a donc aussi l'année lunaire, qu'on appelle encore l'année religieuse. Et dans ce cas-là, le premier mois de l'année chez les Juifs, dans le cadre du calendrier ou de l'année religieuse, c'est le mois de Nissan qui correspond chez nous donc à la nouvelle lune entre le 15 mars et le 15 avril. Donc en général on dit c'est le mois d'avril. Et ce mois est aussi appelé mois d'Abib. Et vous avez aussi une année fiscale qui, elle, commence le 15 Elul, plutôt le 1er Elul, et enfin une année agricole qui commence le 15 Shevat. Alors, vous voyez, selon donc les années, il y avait des particularités qui rythmaient la vie du peuple juif selon les particularités de ces différentes années. Et pourquoi cette complexité, pasteur? Parce que justement, c'était un calendrier qui était agricole, un calendrier qui était calé sur les fêtes. Au départ même, sur le sol d'Israël, c'était le Sanhédrin qui était chargé de fixer les dates du calendrier, les dates des fêtes. Donc c'est un calendrier qui est complètement festif. Il était calé aux fêtes. Quand nous parlons par exemple de l'année agricole qui commence au 15 Shevat, cette année-là, justement, à partir de ce mois-là, eh bien la vie du peuple juif était rythmée par les lois agricoles contenues dans la Torah. Si vous parlez de l'année religieuse qui commence donc le 15 à Nissan, c'est-à-dire autour du 15 avril, eh bien, ou 15 avril ou 15 mars, entre les deux. Qu'est-ce que ça vous donne? Ça fait que donc le peuple juif, pendant ce moment-là, eh bien, commençait son rituel, ses fêtes, les fêtes de l'Éternel comme la Pâque, ainsi de suite. Et d'ailleurs, la Pâque elle-même, qui est la première fête religieuse juive, avait lieu au mois de Nissan. Donc, chacune de ces années-là avait une particularité pour le peuple juif en tenant compte de ce que la Torah disait. Par exemple, le mois fiscal ou l'année fiscale, lorsqu'elle commençait, eh bien, c'était le mois où l'on calculait les impôts établis dans la Torah que chaque enfant d'Israël devait donc apporter. Ils avaient choisi pour cela une date précise où ça devait commencer et ils ont appelé cette date-là, à partir de là jusqu'à la fin de l'année fiscale. Mais quel est à la fois le rapport et la particularité du calendrier juif vis-à-vis du calendrier grégorien? Bon, le calendrier grégorien est plus récent que le calendrier juif. Le calendrier grégorien, lui, il est beaucoup plus solaire, alors que chez les juifs, le calendrier est lunisolaire, c'est-à-dire qu'il compose à la fois et le soleil et la lune. Donc, il est basé sur les cycles annuels du soleil et ensuite sur les cycles réguliers des différentes phases de la lune. Mais il y avait aussi le fait que c'était un calendrier qui avait 7 jours dans la semaine. Donc, vous voyez, quand vous comptez 7 jours, ça vous permet aisément de savoir que nous avons maintenant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et 4 semaines, ce qui fait 1 mois. Et ces semaines-là, de 7 jours, commençaient par le dimanche, qui était le premier jour de la semaine, et se terminaient par le samedi, qui était le 7e jour de la semaine, donc le Shabbat.
Et à quel calendrier fait-on allusion dans les prophéties bibliques? Dans les prophéties bibliques, en fait, on fait allusion, certes, au calendrier hébraïque, mais pas exactement, en tout cas pas explicitement. On fait beaucoup plus allusion à un calendrier qu'on appelle le calendrier prophétique, c'est-à-dire un calendrier qui n'est formé que de moins de 30 jours chacun. En d'autres termes, quand la prophétie est donnée, les mois qui sont concernés par la prophétie sont des mois qui font tous exactement 30 jours. Ce qui vous donne donc une année prophétique de 360 jours. Et non pas, comme c'est le cas du calendrier grégorien, 365, voire parfois 366 jours pour les années bissextiles. Et non pas comme le calendrier hébraïque qui en fait un peu moins.